Troisième partie de cette interview avec Nicolas Mascret, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Nicolas, on a évoqué, et on va rester sur cette période un petit peu compliquée, le confinement et les perspectives du déconfinement. Il y a un domaine sur lequel tu travailles et sur lequel j'aimerais que tu nous donnes quelques explications. C'est l'acceptation des technologies. Les profs, les parents, les élèves ont été de fait plongés dans l'utilisation de ces nouvelles technologies, si tant est qu'on puisse qualifier de nouveau l'utilisation de certains outils que les collègues utilisent déjà depuis de nombreuses années dans leurs cours. Mais là, très concrètement, les familles, les élèves, les profs, l'institution en règle générale, quel est ton regard et qu'est-ce que les recherches peuvent nous apporter concernant cette acceptation des nouvelles technologies? Alors, le premier élément, c'est définir de quoi on parle, c'est-à-dire l'acceptation des technologies, c'est la perception qu'on a d'une technologie après l'avoir utilisée. Et là, il faut distinguer l'acceptation de l'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est la perception que j'ai d'une technologie avant même de l'avoir utilisée pour la première fois. Donc, c'est mon avis sur quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Et donc là, que ce soit les parents ou que ce soit les profs, au final, ou les élèves, au final, on a été des fois dans de l'acceptabilité, des fois dans de l'acceptation et dans des problématiques. Pour autant, les modèles qui organisent ça, et le modèle le plus connu, c'est celui qu'on appelle le Technology Acceptance Model, il montre que en fait, l'intention d'utiliser une technologie et son utilisation effective, elles sont déterminées par deux paramètres principaux. Le premier paramètre principal, c'est l'utilité perçue. Si j'ai l'impression que cette technologie va m'apporter quelque chose, quel que soit le domaine des apports, je vais avoir intention de l'utiliser et je vais l'utiliser effectivement. Le deuxième paramètre qui influence cette intention d'utilisation et cette utilisation effective, c'est la facilité d'utilisation perçue. Plus la technologie, elle me semble facile à utiliser, plus je vais l'utiliser. Ça, c'est pour le modèle central. Il y a des éléments, de nombreux et très nombreux éléments qui ont été rajoutés, mais il y en a un qui me semble particulièrement intéressant, c'est le plaisir perçu. C'est-à-dire que j'imagine, avant d'utiliser une technologie, quel est le plaisir que je vais en retirer. Bien entendu, si je pense que je vais y retirer du plaisir, je vais avoir l'intention de l'utiliser effectivement. Il y a des tonnes d'autres paramètres, mais je vais me centrer sur ces paramètres-là qui me semblent les plus fondamentaux. Pour justement inciter les élèves, inciter les enseignants à utiliser ces technologies, c'est sur ces paramètres-là qu'il faut jouer. Parce que si vous envoyez aux élèves un dispositif qui est une usine à gaz, au final, l'élève, il se dit « bon, ça a l'air hyper compliqué, donc facilité d'utilisation perçue, on est vers le bas. Je ne sais pas trop si je vais y trouver du plaisir, ça baisse. Et ça ne sert à rien en fait au final. » Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le super truc que vous avez fait, le super dispositif numérique, il n'est pas utilisé. Donc, c'est en jouant sur les variables d'utilité perçue, de facilité d'utilisation perçue et de plaisir perçu qu'au final, on peut augmenter cette acceptabilité ou cette acceptation de la technologie. Et là, je refais souvent le parallèle avec l'EPS. C'est comme une situation d'apprentissage en EPS. C'est-à-dire, si la situation d'apprentissage, l'élève, il trouve que ça lui sert à rien, qu'il pense qu'il va y prendre aucun plaisir et qu'il se dit qu'il va falloir qu'il bosse pendant 3 mois pour essayer de comprendre la situation parce qu'il y a 50 consignes avec 14 aménagements matériels, au final, le gamin ne rentre pas dans la situation. Avec une technologie, c'est la même chose. Et là, où est la difficulté de la situation du confinement, c'est que là, je parle des élèves, mais je vais dire la même chose pour les profs. Parce qu'on a tous été, et alors je suis plus en bahut avec les gamins, mais moi, qu'est-ce qui s'est passé la semaine après l'annonce, le vendredi matin après l'annonce d'Emmanuel Macron que les universités ils ferment le lundi matin, j'ai passé la semaine de travail la plus intense de ma vie, où je me suis formé tout seul, comme les collègues profs d'EPS, à l'utilisation de plein de dispositifs technologiques que je n'utilisais pas jusque-là. Alors j'en utilisais avec mes étudiants, bien entendu, mais par contre, voilà, j'ai créé plein de trucs, je me suis cassé les dents sur plein de trucs, et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis posé la question de l'utilité de la technologie, de la facilité d'utilisation et du plaisir perçu par les étudiants. Et par exemple, j'ai reçu un tutoriel de mon université pour un dispositif de classe virtuelle. J'ai ouvert le PDF, il y avait 24 pages de tutoriel.
Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu ça et puis je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse un résumé sur 2 pages pour les collègues formateurs. Parce que sinon, de toute façon, ça ne marchera jamais. Donc, dernier élément aussi là-dessus, il y a un élément sur les digital natives, ce qu'on appelle, c'est les gamins qui sont nés avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est les gamins de... Excuse-moi, Oui, excuse-moi, je pense qu'on a été un peu coupé. Tu peux redonner le nom, le nom exact, s'il te plaît? oui, les digital natives. D'accord. C'est-à-dire, ce sont les élèves qui sont nés avec les nouvelles technologies actuelles, les smartphones. Et en fait, on se rend compte que contrairement à ce qu'on pense chez ces élèves-là, ils ne sont pas familiers avec les technologies. Et notamment, ils ne sont pas familiers avec les technologies qui sont utilisées par les adultes. Moi, mon grand-fils, il va avoir 14 ans. Quand je lui parle de Facebook et des mails, il me dit, mais ça, c'est des trucs de vieux. Et alors qu'on on va contacter les élèves par mail, et en fait, on se dit, est-ce qu'au final, la technologie et le dispositif que je propose aux élèves, il va avoir un impact si je n'utilise pas les technologies qui sont celles utilisées par les élèves avec l'accès facile sur le smartphone, hop, je clique, j'appuie sur un bouton, et quelque chose qui, au final, est assez simple d'utilisation. Et ce qui est assez brillant par la plupart des choses que j'ai vues en EPS, c'est qu'au final, ben, les collègues, ils ont amélioré au fur et à mesure tous leurs dispositifs qui ont été proposés aux élèves pour, au final, une fois de plus, s'adapter à la diversité des élèves et à leurs caractéristiques. Et donc, j'insiste, et c'est un peu le fil rouge de mon intervention, donc désolé, ce n'est pas le confinement qui me fait radoter, c'est parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve important, c'est qu'au final, tout ce qui marche sur le terrain, ça peut marcher aussi sur l'EPS à distance, sauf que c'est la mise en œuvre qui est différente. Comme je serais dans une mise en œuvre différente, si je suis dans un bahut avec des super installations et avec 3 terrains de basket en largeur, ou si j'ai qu'un seul terrain de basket avec 2 ballons et 3 cerceaux, eh ben, je m'adapte à mes conditions, mais en gardant les mêmes fils rouges qui, au final, augmentent la probabilité que ça marche à la fin. Je n'ai pas dit que ça marchait toujours à la fin, mais en tout cas, ça augmente la probabilité. Ce qui est bien, c'est qu'on voit un lien direct entre l'acceptabilité des technologies, la motivation, tant pour le prof que pour l'élève, et ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire c'est un supplément de caisse à outils. Et le travail de l'enseignant, le travail didactique, le travail de réflexion pédagogique, il est encore dans les mains de l'enseignant et pas ailleurs, je dirais. Et c'est pas parce qu'on a une belle application, un beau Padlet ou quoi que ce soit qu'obligatoirement ça va marcher. Est-ce que tu... Exactement. Et justement, pour réagir là-dessus, moi, ce que je dis à mes étudiants en cours quand on parle du numérique, c'est me mettez pas une tablette numérique pour me mettre une tablette numérique et pour faire le prof de PS moderne. Je leur dis, et de façon assez cash, une tablette numérique, c'est un plot, c'est un trait au sol, bref, c'est un outil. Et Un donc, repère. l'outil, c'est un repère. Et que cet outil, s'il n'apporte pas une plus-value, ben, ne l'utilisez pas, parce qu'au final, vous allez avoir plus de contraintes qu'autre chose. Donc, le numérique, ce n'est pas la réponse à tout, mais par contre, il peut y avoir des conséquences extrêmement intéressantes. Donc, comme tout dispositif, comme tout outil, c'est son utilisation raisonnée et la plus-value que ça va apporter pour les gamins à la fin et pour le prof également dans son enseignement qui vont faire que ben, c'est intéressant de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Super, merci bien. Écoute, on s'était promis un format relativement court, ça pourrait durer des heures à t'écouter. Euh, Petite question un peu plus personnelle, quelles sont tes lectures là, pendant la phase de confinement? Lectures ou séries que tu regardes, hein, on est bien d'accord, on va pas être faussement humble, mais qu'est-ce que lit Nicolas Mascret, qu'est-ce que regarde Nicolas Mascret pendant cette phase de confinement? Alors en journée, ce que je lis beaucoup, c'est mes mails et des articles scientifiques. Ça, c'est pour la journée. Après, sur mon temps libre, ce que je lis beaucoup, je suis très réseaux sociaux, donc je lis beaucoup ce qui se fait sur les réseaux sociaux. D'accord. Et ce que j'aime bien faire, c'est croiser ce qui se dit et ce qui se lit sur les réseaux sociaux avec des sources fiables. Parce qu'en tant que chercheur en psychologie, tous les fake news, j'ai trouvé un site qui dit ça, je le publie sur Facebook alors que j'ai juste lu le titre de l'article et qui a été écrit par un censé expert en virologie qui n'y connaît rien. Donc, je lis aussi des sites qui sont très intéressants. Je suis assez fan du live sur lemonde.fr
qui répond aux questions des gens, en fait, de manière à chaque fois documentée. Donc ça, c'est très intéressant. Sur les réseaux sociaux, je suis pas mal sur la page EPS Mania, qui a été lancée il y a quelques années par Christophe Ontas et qui a pris une dimension énorme avec 8000 collègues qui sont sur la page Facebook. Donc je lis souvent ça. Après, je lis un petit bouquin de Michel Bussy sur Ne lâche pas ma main. Voilà, il me reste 80 pages et j'ai hâte de terminer. Et côté série, j'ai regardé Dérapage sur Arte avec Eric Cantona. Et je vous la conseille en replay parce que c'est vraiment une super série. Dérapage, c'est la série où il tient en otage quelques personnes, d'accord, qui est extraite qui est une dérivation des travaux de Pierre Lemaître. Enfin, voilà. Le roman, je trouve que le roman est un peu mieux, mais bon, je pense que là, on s'égare un petit peu. On s'était pas concerté, mais je pense que tu as déjà dit 2 fois le site EPS Mania. Donc, en effet, je pense que c'est une excellente fenêtre de tout ce que peuvent faire les collègues, avec encore une fois la nécessité de farfouiller pour pouvoir trouver des choses extrêmement intéressantes. On salue Christophe. La EPS, j'ai déjà fait la promotion de l'ouvrage concernant le numérique. Il en existe plein d'autres. L'intervention de l'enseignant au cours de la leçon d'EPS, on va devoir y revenir. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter encore nos ouvrages, à les acheter aussi tant qu'à faire et à adhérer à l'association. Et puis, je le répéterai jusqu'à temps qu'il me fera un petit coucou. Je relance aussi tout le monde pour aller jeter un œil aux productions de Stéphane Sapin et de la EPS Île-de-France. Tu as participé déjà à de nombreuses reprises à ces interventions. Profitez de ce temps de confinement pour pouvoir regarder un petit peu les différentes vidéos que les collègues peuvent avoir postées, les collègues de la EPS peuvent avoir postées. Nicolas, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite de gagner et avec la manière, de toute façon, pour faire encore une petite galipette. J'espère qu'on aura l'occasion déjà de se revoir de visu, certes, mais peut-être si jamais le confinement ou tout du moins le déconfinement nous nécessite de travailler encore de manière un petit peu éclatée, un petit peu distanciée, de pouvoir envisager peut-être même un moment de débat par le biais d'autres applications comme Zoom ou autres, pour pouvoir continuer un petit peu cette phase de réflexion que la discipline doit avoir dans ces temps difficiles. Le dernier mot, Nicolas ? Oui, ce sera avec plaisir pour ta proposition. En fait, 2 derniers mots. Un mot pour les collègues qui se posent des millions de questions par rapport au déconfinement et pour lesquels ils n'ont pas toutes les réponses. Moi, j'ai confiance dans les collègues EPS et dans leur inventivité et dans l'amour de leur discipline pour faire le mieux possible dans des circonstances qui seront de toute façon extrêmement difficiles. Donc ça, voilà, c'est une bonne fin de confinement et de déconfinement, en sachant que pour moi, psychologiquement, le déconfinement risque d'être plus difficile que le confinement parce qu'on est dans une situation où on va avoir plus de repères qui étaient nos repères d'avant, mais on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et que ça risque d'être aussi une situation psychologiquement difficile à vivre. Donc ça, c'était mon premier mot de la fin. Et un deuxième mot de la fin, c'est un petit clin d'œil à tous les étudiants de France qui, demain, vont avoir le résultat de l'admissibilité, avec une année qui n'a pas été facile, avec les résultats qui ont traîné, des incertitudes sur les oraux, sur le CAPES, sur une formation à distance. Bref, une grosse pensée pour les étudiants, en espérant bien entendu, même si on sait que ce n'est pas possible, le maximum de réussite pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, si vous réussissez demain à être admissible, lâchez rien, allez jusqu'au bout, soyez à fond. Et puis si vous ne réussissez pas, lâchez rien non plus, parce que Fabrice, tu ne me contrediras pas, on a des tonnes d'exemples d'étudiants qui ont passé 1 fois le CAPES, 2 fois le CAPES, 3 fois le CAPES, qui n'ont pas lâché et puis qui l'ont eu. Moi, j'ai plein de connaissances. Je connais quelqu'un qui a passé 3 fois son CAPES, qui l'a eu la 3e fois, qui a passé son agrég pour la première fois, et 4e de France, alors qu'ils ont galéré pour le CAPES. Et puis il y a tout un tas de formateurs qui sont des gens connus, que vous citez dans les copies, qui sont des gens qui ont peut-être planté le CAPES une première fois, et puis des années plus tard, vous les citez dans les copies. Donc, lâchez rien, même si demain les résultats ne seront pas au rendez-vous. Puis pour ceux qui auront la chance d'être sur la liste des admissibles, lâchez rien non plus et faites tout pour aller au bout. Merci Nico, bon courage à toi, à bientôt. Fabrice. Au revoir tout le monde.